Et bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme l'a dit Jean-Marc, cette université populaire essaie tous les ans d'aborder différents sujets de société que vous pouvez découvrir dans notre planète. Et parmi ces sujets traités, le thème du numérique est bien naturellement présent dans cette programmation. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver les conférences qui se sont déroulées les autres années sur notre site internet, et entre autres la dernière conférence consacrée au numérique qui avait été animée par Alexandre Lacroix, qui est en ligne. Voilà. La conférence de ce soir consacrée au numérique est intitulée « Le numérique et le lien social », et elle nous sera donc proposée par Milad Douilly, que je tiens moi aussi à remercier chaleureusement. Milad Douilly, vous êtes historien des religions, titulaire de la chaire d'humanisme numérique à l'université Paris-Sorbonne, auteur notamment de la grande conversion numérique suivie de Rêveries d'un promeneur numérique. Vous êtes Alors... Et là, on ne regarde pas celui qui est... Il est déjà bien embêté. Voilà. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Pour un humanisme numérique », particulièrement intéressant sur cette prise en compte du numérique dans nos civilisations, et d'un petit ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que le numérique ?», qui est aussi très intéressant sur cette approche un peu plus sociologique de cette technologie. Et enfin, il y a aussi l'imaginaire de l'intelligence qui est aussi proposé. Et puis votre prochain ouvrage s'intitule « Rivage numérique », et là il vous faudra attendre en janvier 2018 pour pouvoir l'acquérir. Voilà, sans compter les nombreuses contributions auxquelles vous avez participé, bien évidemment. Et ces ouvrages, vous pouvez les retrouver à la sortie, donc sur la table qui est juste à la sortie, et ils sont proposés donc par Jean-Marc. Voilà. Comme nous en avons l'habitude, nous aurons à la suite de cette conférence, de cette intervention, une intervention afin d'apporter un éclairage et un témoignage plus local. Et ce soir, nous aurons le privilège de recevoir Madame la députée du Loiret, Cécile Untermeyer, présidente du groupe de travail consacré à la démocratie numérique et aux nouvelles formes de participation citoyenne. C'est bien ça, hein? Et voilà. Tout à l'heure, quand j'ai présenté succinctement notre programmation, j'ai pu laisser peut-être entendre que le numérique était un sujet de société parmi d'autres, et que ce soir nous allions faire un tour d'horizon plus ou moins exhaustif. En fait, nous sommes ici convaincus qu'en abordant la question du numérique, ou du moins ce que nous appelons numérique, nous nous aventurons dans un champ beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste que ne le pense la majorité la majeure partie de nos concitoyens, et même de beaucoup de nos décideurs. Mais je pense que Madame Untermeyer nous apportera un éclairage intéressant sur cette question de l'approche politique et démocratique du numérique. Le temps des assimilations est beaucoup plus lent que celui de l'innovation, et dans l'esprit de beaucoup, les mots électronique, informatique et numérique signifient encore à peu près la même chose. Une avancée technologique qui, certes, intervient dans beaucoup de domaines de nos quotidiens, mais qui se situe dans le continuum de tous les progrès de ces dernières décennies, progrès qui portent l'humanité vers un destin globalement serein et radieux. Et si la planète se réchauffe, qu'une partie de l'humanité ne mange pas à sa faim, et bien justement, les progrès technologiques sont là pour y remédier, excusez-moi, dormons en paix. Il y a quelques mois, Alexandre Lacroix, dont je vous parlais tout à l'heure, directeur de Philosophie Magazine, ici même nous présentait une vision du monde plus contrastée, plus interrogatif de notre avenir numérique. Car selon lui, si nous avons perdu le pouvoir de nous perdre grâce au GPS contenu dans nos téléphones mobiles, nous sommes maintenant placés face aux grands défis démocratiques et culturels liés au progrès des technologies numériques, le même allant jusqu'à annoncer la fin des grandes utopies universalistes, je vous invite à regarder sa conférence, et leur remplacement par des systèmes de démocratie locale et directe. Dans votre ouvrage, Pour un humanisme numérique, Milad Douilly, vous décrivez la transformation de notre société en une civilisation numérique.
Une civilisation avec ses codes, avec son histoire, sa culture, ses cultures, une civilisation en partie dématérialisée qui évolue, se réalise sous des formes tout aussi ordonnées que le sont nos espaces de vie réels, rappelant au passage le rôle des réseaux sociaux qui participent à construire la démocratie. Vous utilisez d'ailleurs l'expression d'urbanisme numérique pour représenter analogiquement ce monde numérique. Et surtout, vous insistez sur la nécessité d'une approche anthropologique pour comprendre et aborder ce monde hybride qui mêle des pratiques conventionnelles à des processus technologiques, des processus inédits. Une approche qui met en évidence l'émergence d'un nouvel humanisme. Avec nos yeux habitués à voir le monde matériel réel, il nous est difficile d'imaginer de nouvelles formes de sociabilité immatérielle, comme il nous est difficile de transposer des références politiques culturelles déjà bien complexes dans une civilisation fonctionnant dans d'autres temporalités, avec d'autres règles, d'autres rapports entre les hommes. Monsieur Louis, comment penser la citoyenneté à l'heure du numérique? Quelle humanité jaillira de cette révolution sans précédent qui est portée par ce numérique? La parole est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, l'introduction. Merci Madame la députée, merci d'être là. Alors ce que je vais vous proposer, c'est un parcours pendant 45 minutes qui peut paraître, j'espère au début, pas trop différent de ce qu'on raconte d'habitude sur le numérique, mais qui va tourner autour de trois questions ou trois questions principales qui me semblent aujourd'hui peut-être parmi les plus pertinentes pour essayer de réfléchir autour de ce que le numérique a pu faire, ce qu'il fait à ce qu'on a pu appeler, selon des acceptations qui peuvent être diverses et variables, du lien social. Pour ce faire, je vais me permettre de prendre 5 ou 7 minutes pour vous donner une idée d'où je viens, parce que ça va expliquer un petit peu la perspective et la façon dont j'essaie de penser, réfléchir et partager avec vous quelques réflexions sur le numérique. Pendant très très longtemps, quand on regarde historiquement les études à la fois savantes ou autres qui ont été consacrées au numérique, on avait beaucoup insisté sur une dimension qui est parfaitement visible et tout à fait importante, mais à mon sens qui était un peu exagérée, c'est celle du temps et de la temporalité. On parlait de l'accélération, de la vitesse, de la rapidité, et puis après en même temps de tout ce qui est du rapport, du statut de l'immédiat. On est dans une certaine forme de contrainte associée à toutes ces notifications, à la présence de la proximité physique corporelle de ces objets, et du coup il y a une certaine transformation dans notre rapport avec le temps, ce qui est indéniable, ce qui est vrai. Dans ce sens-là, on a essayé de mettre en relation la révolution industrielle du 19e siècle avec la manière dont elle a fait évoluer la temporalité pour dire qu'on est dans d'une certaine façon dans une autre révolution qui sera la quatrième, celle du numérique. Bon, je ne vais pas contester tout ça. Ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de réfléchir peut-être un peu autrement. Et surtout, ce qui m'a intéressé sont deux aspects. C'est l'espace et le corps. Non pas juste. Et pourquoi l'espace et le corps? Parce qu'avec l'espace, je vais y revenir dans les détails, cela va nous permettre de revisiter la notion de territoire, de frontières et toutes les questions politiques et juridiques qui se posent, qu'elles soient de souveraineté, d'autonomie ou autres, qui sont associées dans notre histoire occidentale, qu'elle soit française, anglaise ou autre, avec la manière dont nos élus, nos représentants gèrent cet espace d'une façon ou d'une autre, et le corps. Alors effectivement, le corps aujourd'hui, on est convaincu parce qu'on est presque indissociable de ces objets, mais c'est relativement récent. J'aimerais vous rappeler, pour vous donner une idée, pourquoi le corps est très important d'un point de vue à la fois sociologique, mais surtout ce qui m'intéresse moi, c'est le point de vue anthropologique. Je vais reprendre à ma façon un petit peu, non pas en trop modifiant, j'espère, un événement qui s'est passé il y a très longtemps, dans le siècle dernier, dans les années 30, fin des années 30, un grand sociologue français débarque pour sa première visite aux États-Unis à New York, c'est Marcel Mauss. Il y a un certain syndrome avec les grandes figures intellectuelles qui arrivent pour la première fois aux États-Unis, qui tombent presque tous malades. On a Claude Lévi-Strauss, André Breton, Marcel Mauss. C'est un choc de passer de Paris à New York, mais ça reste à étudier, c'est assez intéressant. En tout cas, le cas de Mauss est le plus fascinant, parce qu'il arrive, il est malade, il passe à l'hôpital, et de son lit d'hôpital, il
tel qu'il était un anthropologue et un ethnologue, il commence à observer les infirmières américaines qui travaillaient et qui marchaient dans les couloirs. Et il est frappé tout de suite par le fait qu'il reconnaît d'une certaine façon trop familière la manière dont elles portent leur corps dans l'espace. Et commence à réfléchir en disant peut-être qu'elles marchent comme les Parisiennes. Il dit non, c'est pas possible, elles n'ont jamais été à Paris. Ça n'a pas de sens, elles n'ont jamais voyagé en France. Après, il dit c'est peut-être que les Françaises, les Parisiennes en tout cas, qui marchent comme les New-Yorkaises. Et là, il a une première intuition qui est très intéressante, en tout cas pour moi. Il dit c'est peut-être à cause du cinéma et des films américains qui sont passés sur les écrans qu'il y a une modification du comportement, du statut, de la position du corps. Et c'est la technique, comme il le dit, qui fait passer, qui explique cette mutation. Et de là, il dit, je vais faire un test très très rapide, parce qu'il était un très grand érudit, je vais comparer deux grandes civilisations, une avec la chaise et une sans la chaise. Alors pour lui, c'est très facile. La civilisation de la chaise, c'est la Chine. Vous allez regarder les grandes figures sur les trônes avec des sièges énormes. Et l'Inde, il n'y a pas de chaise. Le corps est allongé, il a toute une autre forme. Et de là, il fait un saut très très intéressant. Il dit que peut-être il existe un lien très très important entre la valorisation symbolique et économique et juridique de tout ce qui est culturel et le statut du corps dans une société. Parce qu'il est comme ça, il est pas ça. Moi, ce que je vous propose, en tout cas ma génération, que la culture numérique a commencé comme une culture assise, celle de la chaise. Il y avait des cartes perforées, il y avait des petits écrans, il y avait des grandes machines derrière qui étaient cachées. Alors, on était obligé de faire ça. On ne pouvait pas se déplacer avec l'ordinateur, parce que ça fait... Et au fur et à mesure, ça a évolué, elle est devenue ambulante. Et c'est cette transformation qui m'intéresse. Et c'est ce passage sous 20 ans qui explique énormément de choses. Parce qu'effectivement, quand on était assis, il y a des contraintes énormes qui jouent. Ça transforme l'espace social, ça transforme l'espace de travail, l'espace privé, l'espace public, et ainsi de suite. Alors c'est un premier point. Le second point qui est également intéressant, après cette première, c'est-à-dire ce lien, on a vu que la transformation allait très tôt, il se trouve qu'avec cette manière de se déplacer et d'être dans une façon ambulante, que le numérique n'est plus dissocié, mais on le porte sur nous-mêmes. Il est dans notre poche, et même parfois il est sur la peau, il communique avec le corps, il mesure son rythme cardiaque, il mesure votre tension, il fait toute une série de choses. Et soudainement, le corps est devenu un livreur de données. Et ça, ce n'était pas le cas avant. On donnait des commandes, des instructions à l'ordinateur, on attendait certains résultats avec d'autres données. Mais cette transformation, elle est très très importante, parce qu'on voit très bien qu'on a changé de régime, on a changé de paradigme. Alors, ceci dit, on va y revenir un petit peu à la fin, c'est un petit peu ce point-là qui m'a intéressé. Alors, pour parler un petit peu de numérique aujourd'hui et de lien social, ce que je vais proposer, une histoire très très brève de transformation, on va dire, ou de mutation, on va dire, métaphorique, pour aller vite, ou figurative. Si vous vous rappelez, quand on avait commencé, début des années 90, avec l'arrivée au début d'Internet, qui existait déjà un petit peu, mais c'est surtout le web, la toile qui a fait la grande différence, qui a démocratisé l'accès, on va dire. Tout le vocabulaire qu'on avait utilisé à l'époque, il se trouve, était un vocabulaire marin. On était dans la navigation, on faisait du surfing, comme si on était à Hawaï ou en Californie, et on peut décliner. Alors, est-ce par hasard? Je ne suis pas sûr. Peu importe à quel moment qui a choisi telle ou telle expression, mais je trouve que cette manière de représenter ce qui était censé être l'activité de la circulation sur le réseau web et la toile, on a utilisé les figures maritimes. Or, il se trouve que les figures maritimes et la mer ont joué depuis le XVIIe, le XVIe siècle, pour ne pas aller trop lointain dans notre histoire, à la fois européenne et occidentale, un rôle absolument déterminant sur plusieurs aspects qui nous intéressent aujourd'hui. La première chose à observer, c'est que la mer n'admet pas de frontières. Ça, c'est un problème qui se pose depuis, en tout cas, des débats et des guerres qui datent depuis toujours. On a inventé des lignes imaginaires, des lignes d'amitié, des lignes ainsi de suite. On a étendu le territoire de 10 km jusqu'à 30 km, mais on voit très bien, la mer n'admet pas. Et du coup, ce qui explique le premier moment du web et de la toile, c'était la libre circulation de l'information. On ne prenait pas en compte votre identité, votre nationalité. Et c'était cela qui à l'époque le village global.
Et on avait tous célébré à l'époque, de façon peut-être utopique, la disparition des frontières. Parce que voilà, on ne regardait pas d'où est-ce que vous venez, quelle langue vous parlez, on pouvait trouver des solutions. On avait même inventé ce qu'on appelle le guiche pour trouver un anglais qui permet aux uns et aux autres ou d'autres aspects. Mais il se trouve que quand on regarde l'histoire du droit maritime, ça c'est tout à fait intéressant, elle tourne sur trois questions qui sont devenues aujourd'hui indissociables des enjeux, je dirais, politiques et juridiques pour les citoyens et les autorités publiques avec les recettes. La première notion, c'est la souveraineté. Qui est souverain sur l'espace maritime? Hein, ça ne va pas de soi. Évidemment, on a mis 2 siècles et demi à débattre dans des traités à la fois juridiques, théologiques et politiques, évidemment, pour essayer de trouver une façon de négocier la gestion de la souveraineté des États légitimes sur un espace. Voilà. Il y a eu 3 modèles, je vais aller très vite, si ça vous intéresse, on peut y revenir. C'était au début un conflit entre les Hollandais et les Français d'un côté et les Anglais, c'est classique dans ces débats. Vous connaissez très bien l'histoire. Alors, le premier traité qui était rédigé du côté hollandais, franco-hollandais, c'est de dire que la mer est ouverte. Et du coup, la notion de souveraineté ne peut pas s'appliquer. Les Anglais ont soutenu l'inverse. C'est notre pouvoir, parce qu'on est souverain. Et on a parlé de la souveraineté de la mer. Il y a eu des combats, des négociations, ça a évolué, et 2 modèles ont émergé. Un premier modèle, et ça joue un rôle assez important, et je vais revenir sur tous ces aspects-là avec le numérique. Le premier, c'est, on va dire, on va créer une ligne imaginaire et séparer la mer en 2 parties. Une partie qui est de ce côté, qui est plus proche de nous, où toutes les règles civilisées, que ce soit pour déclarer la guerre, soit pour traiter un ennemi, vont être respectées. On a appelé ça les liens de l'amitié, les amity lines, comme ils disent. De l'autre côté, tout est permis. Haute mer, piraterie, tout ce que vous voulez, c'est la raison du plus fort. Mais pour expliquer et justifier et légitimer cette raison du plus fort, on a eu 2 modèles curieusement théologiques transposés en politique. C'est pas surprenant vu qu'on est au XVIIe siècle. Le premier qui va dire que dans les hautes mers, tout ce qui peut être au-delà, il n'y a personne. Et du coup, on peut tout faire. Du coup, c'est une zone de découverte. Du coup, on a parlé de l'âge de la découverte. De l'autre côté, on dit il y a des gens qui existent, il y a des humains qui existent, mais qui ne sont pas connus. Il faut les coloniser pour les civiliser. On a un modèle de la colonisation. Il se trouve que ces 2 modèles se retrouvent aujourd'hui avec le numérique. On a d'un côté une dimension de la découverte, de l'autre côté, on nous dit parfois, et peut-être avec raison, qu'on est colonisé. Que ce soit par les plateformes, que ce soit par les algorithmes, que ce soit par d'autres aspects qui reviennent sans cesse pour nous imposer d'une façon implicite ou explicite certaines manières de se comporter, d'avoir accès, pour façonner notre vision et notre accès au monde, ce qui n'est pas du tout négligeable. On voit très bien qu'on est déjà dans un modèle assez actuel. Et finalement, et ça, pour terminer avec ce bref historique, il se trouve que le droit international a été développé, on va dire, à la fin du 19e, début du 20e, en se basant sur le droit maritime. Parce que c'était le seul droit qui dépassait les frontières des États. Et du coup, c'est le seul modèle qu'on a peut-être pour avoir des modalités qui restent à inventer de gouvernance, qu'elles soient éthiques, politiques ou juridiques, de cet espace qui échappe aujourd'hui en grande partie à des règles, qu'elles soient de l'État, de l'ONU, de l'UNESCO, de tous les organismes, sauf les organismes techniques qui décident des protocoles, des standards et autre chose, on n'en parle pas. Alors moi, ce que je vous propose également, effectivement, en parlant du corps et de ces thèmes maritimes, qu'aujourd'hui, on peut observer depuis quelques années, on va dire 7 ans, plus ou moins, qu'on est en train de se retirer, d'abandonner complètement et entièrement ces métaphores maritimes. Si vous voulez une preuve, regardez vos ordinateurs. Vos navigateurs s'appelaient navigateurs, Explorer, Safari, etc. C'est en voie de disparition. Il n'y a que Safari qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes sur un autre registre. D'un côté, vous allez avoir Chrome, c'est le métal. De l'autre côté, vous allez avoir tout ce qui est de l'ordre de l'écoute, c'est assez intéressant. Et ça a beaucoup d'influence, je crois. Opéra et Vivaldi. Et ainsi de suite. On peut décliner. Et je crois que ce changement de registre est significatif et symptomatique de cette mutation qui s'est... Alors, comment expliquer qu'est-ce qui a changé
Et pourquoi ce changement est important? Plusieurs choses ont changé. Tout d'abord, c'est qu'on est passé d'une ère où il y a une massification de traces et de données qui n'étaient pas existantes et présentes dans la première époque, soi-disant utopique du web. Du coup, la question de la trace, de la traçabilité, de la gestion de l'identité ne se posait même pas. Alors qu'aujourd'hui, les plateformes sociales, de moteurs de recherche ou autres, sont presque, comment dire, voraces de données. Ce qu'elles cherchent, c'est vraiment à capter autant que possible vos données, parce que c'est avec ces données, et avec les algorithmes qu'elles ont développés, qu'elles peuvent développer leurs outils et surtout leur modèle économique. Et avec ce premier mot qui est la massification, ce qui s'est passé effectivement, il y a une transformation de la notion d'identité et de citoyenneté. C'est là où je vais revenir. Dans le passé, on est tous en quelque sorte les héritiers du monde grec. C'est Athènes qui fait les Athéniens, c'est la France qui fait les Français. Et du coup, on est dans une logique de sol et de terre, ce qui est très très puissant. Ce n'est pas du tout le modèle romain. Le modèle romain, c'est l'inverse. C'est l'assemblée des concitoyens qui fait la cité. Ce n'est pas le modèle grec. Et on a abandonné Rome, parfois on est tenté d'y revenir, mais c'est difficile, on va dire, à gérer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'avec la massification de données, on était obligé de modifier la notion de citoyen et de l'identité de l'individu dans chaque juridiction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est plus seulement votre passeport et votre carte d'identité, mais c'est la gestion et l'exploitation de vos données. Et vos données voyage sont vous. Elles sont tracées ici, elles sont stockées en Irlande, puis après peut-être en Californie ou en Islande ou ailleurs. Et comment gérer la protection juridique qui vous revient en tant que citoyen français, citoyen européen, dans un territoire qui ne respecte pas, qui n'est pas obligé de respecter les règles européennes, par exemple, de la protection des données privées. Et du coup, ce qu'on a inventé, c'est toujours, ça reste à voir, ce qu'on peut appeler une bulle juridique. C'est-à-dire ce que l'Europe, et en tout cas la CNIL en France, mais pas seulement, qui dit si les données d'un citoyen français sont collectées sur le territoire français, si ces données voyagent sont stockées ailleurs, on doit respecter les règles de l'origine et non pas les règles du stockage. Ça change complètement les règles. Et du coup, on a créé une bulle juridique que votre identité voyage, non quand vous vous déplacez, mais quand vos données se déplacent. On voit quand même quelque chose d'assez important. Ce n'était pas le cas dans la même conception de ce que c'est qu'un citoyen. Je veux dire, on l'a étendu à la protection. Alors, comment s'appelle le premier accord, c'est assez intéressant, entre les États-Unis et l'Europe? Ça s'appelle Safe Harbor. On revient au port et au modèle maritime, qui est aujourd'hui mis en question pour toute une série de raisons, évidemment. Et ça vous donne une idée pourquoi j'ai choisi de commencer avec le droit maritime. Ce n'est pas juste un hasard. On est toujours dans une logique d'extension, ou bien du territoire, ou bien de l'autorité qui part d'un port vers ailleurs, avec à la fois la traçabilité, la circulation des données, et la question qui va se poser effectivement, c'est celle de la souveraineté de l'État sur à la fois la protection et les droits de ses citoyens contre des données. Alors, avec la disparition des frontières, ça devient très difficile. Or, il se trouve curieusement, et c'est là où c'est important ce que j'avais raconté de façon un peu comique, avec le corps et la chaise et tout ça, c'est qu'il se trouve que les frontières retournent, et avec force. Et non pas seulement par la volonté juridique et politique, mais pour des raisons purement techniques. Pourquoi? Parce qu'on a découvert, depuis qu'il y a une convergence entre d'un côté le cellulaire, nos smartphones, nos téléphones mobiles, et de l'autre côté le réseau Internet et le web, maintenant ils sont indissociables, on ne peut plus enfin, que la géolocalisation est extrêmement précieuse. Et avec la géolocalisation, les frontières reviennent. Si vous voulez une preuve, c'est très facile. Vous tapez sur votre moteur de recherche ce que vous voulez, il va vous donner la réponse en fonction du lieu et de la langue. Et si vous ne voulez pas ça, il faut le convaincre. Il faut essayer 4 fois, lui dire je ne veux pas en allemand, je ne veux pas en chinois, je veux en je ne sais pas quelle autre langue, et lui, il insiste. On va très bien, il y a une dimension prescriptive, c'est là ce qui est très important, de la géolocalisation, parce que c'est traduite en manière de gérer et surtout d'exploiter
mais surtout en même temps en disant que c'est de cette façon qu'on peut réintroduire le local dans quelque chose qui a peut-être à un certain moment oublié ce qui était local dans le sens variable du terme. Mais on voit très bien que les questions juridiques, effectivement, sont très importantes, parce que comment gérer, qui décide, qui a l'autorité, est-ce que vous avez l'autorité d'utiliser un VPN pour simuler une autre adresse géographique? En principe, oui, sauf que maintenant, pour des raisons de sécurité, certaines autorités disent non. Et on voit qu'une certaine liberté se trouve confrontée à des contraintes qui étaient impensables il y a 3-4 ans, qui sont devenues aujourd'hui quasiment normales quand on discute, alors qu'en fait, c'est pas du tout quoi. Alors voilà, c'est une première illustration, si vous voulez, comment cette dimension a changé. La deuxième qui m'intéresse davantage, c'est que si je prends le point de vue qui est peut-être en partie le bien, celui d'un regard, on va dire, dans un premier temps anthropologique, il est facile de regarder, par exemple, les grandes figures, les grands anthropologues du XXe, on va dire, pour aller vite, de la fin du XIXe et du XXe, que ce soit du côté français, Claude Lévi-Strauss, ainsi de suite, ou de l'autre côté, ils parlaient tous, plus ou moins, selon des expressions, mais c'est toujours la même chose, ce qu'ils appelaient la terre habitée. C'est-à-dire la responsabilité de l'anthropologue, qui était censé être la science de l'humain, ça c'est très important, c'est d'aller trouver dans les contrées lointaines, en Polynésie, au Brésil, et parfois très proche de chez nous, étudier les communautés pour essayer de comprendre à la fois leurs différences, leurs spécificités, mais en même temps essayer d'établir quelque chose qui touche à l'espèce, au genre humain, dans sa totalité. Et moi, ce que je vous propose, que cette terre habitée n'existe plus. Elle n'existe plus à cause du numérique. Tout d'abord, on voyage avant de voyager, on visite ce qu'on n'a jamais pu visiter dans le passé, même la Lune, même Mars, maintenant aujourd'hui on peut visiter, on peut zoomer, c'est quand même assez impressionnant. Alors qu'il passait 10 ans à fabriquer quelque chose pour envoyer 2 astronautes, aujourd'hui vous avez accès quand vous êtes dans la rue avec votre smartphone. Ça c'est anecdotique. Ce qui est important, ce qui a changé, cette terre habitée est devenue une terre habitable autrement. C'est la manière dont on habite l'espace, dans tous les sens du mot habité, ce qui a évolué dans nos perspectives. Et avec cette évolution, effectivement, il nous faut revisiter toute une série de questions, qu'elles soient juridiques et politiques, sur ce que c'est qu'un citoyen, ce que c'est la souveraineté dans un certain cas, et comment essayer de repenser, revisiter les questions autour, on va dire, pour aller assez vite, du lien social. Alors, pour passer à cette dimension-là, je vous propose quelques pistes de réflexion. J'espère qu'on va pouvoir échanger sur ce point-là. La première piste qui me semble tout à fait intéressante, c'est de ne pas dire c'est quelque chose, s'il y a une vraie rupture dans la manière dont on habite l'espace. Si vous prenez par exemple le transport commun, moi je suis en tout cas frappé, je suis américain et j'habite un peu à Paris, je fais le va-et-vient. Il y a quelque chose de constant dans des deux côtés, dans le bus ou dans le train, parce qu'on n'a pas beaucoup de métro chez moi. S'il y a quelqu'un qui a un téléphone, la première chose que la personne dit, je suis dans le métro, je suis dans le bus. On identifie le lieu avant de s'identifier. C'est tout à fait marquant. Alors, pour la première piste qui sera intéressante à visiter, malgré le fait qu'il y a quand même une mutation, à mon avis, en quelque sorte inédite, mais très très importante, les éléments du débat nous sont assez familiers. C'est quelque chose qui revient toujours, et il y a eu un débat curieusement, surtout entre des penseurs de droite, pas de gauche sur cette question-là. Surtout, je vais utiliser un exemple assez intéressant parce qu'il a opposé 2 figures assez importantes, puissantes intellectuellement de droite. Une figure, on peut dire, autrichienne, mais elle était plutôt à l'époque américaine, une figure française, c'est le grand économiste prix Nobel Hayek, et du côté français, Raymond Aron. C'est intéressant, le débat était très simple. Hayek avait une théorie sur l'économie qui met en place le statut du citoyen dans ce qu'il a appelé l'ordre spontané, c'est-à-dire on n'a pas besoin de régulation. Il faut laisser les choses se faire dans quelque sorte. Il y a, à cause de ce qui est de l'ordre de la délibération des citoyens et des constituants responsables, un ordre spontané qui se met en place. Raymond Aron, qui était en quelque sorte d'accord, lui disait oui, mais quand même, il y a le collectif. Comment faire? Et le débat était, est-ce que faut-il privilégier le choix individuel, qui peut se traduire à la langue par des communautés et des choix politiques, ou bien faire déjà a priori
donner un certain privilège, une prééminence au collectif. Je crois qu'on est aujourd'hui avec le numérique devant ce choix-là. D'un côté, on a les partisans de la liberté individuelle poussée à l'extrême, qui peut se traduire par le laisser-faire économique et autres qui peuvent parfois, souvent de façon caricturale, mais pas toujours la position américaine. La position européenne, c'est bien sûr, il y a quand même une certaine notion du contrat social, des formes de responsabilité partagée qu'il faut accepter, parfois avec certains sacrifices, pour avoir le meilleur, pour gérer le collectif. Vous connaissez le reste de l'histoire, sauf qu'avec le numérique, c'est plus compliqué, parce que c'est plus juste l'économie traditionnelle, c'est l'économie à la fois des traces, des données, des plateformes, des algorithmes et de l'attention. Et on est dans des catégories qui ne sont pas plus, sont maîtrisées par la tradition classique. En deux exemples, pour voir pourquoi c'est intéressant. L'économie de l'attention, c'est une expression qui revient sans cesse. Ça a été formulé curieusement par un informaticien et un économiste, Herbert Simon, qui a eu le prix Nobel et le Turing Prize. C'est le seul. Il était assez intéressant, mais il a observé quelque chose, parce que quand même, il a travaillé très très tôt sur tout ce qui est de l'ordre de l'informatique, et je vous rappelle que le père et le fondateur, des pères fondateurs de l'informatique elle-même, mais aussi de la cybernétique, Norbert Wiener, avait une phrase très très célèbre à l'époque, parce qu'il s'est fâché avec quelqu'un qui lui disait: ce que vous faites, c'est comme tout ce qu'on a fait, avec la théorie, avec tout ça. Il dit: non, attendez, on n'est pas du tout en accord. L'information est une matière inédite, et du coup, on est confronté à un nouveau matérialisme. Il ne faut pas confondre avec l'énergie, avec l'électricité, avec tout le reste. Il faut accepter qu'on a changé de paradigme. Une des conséquences de ce changement de paradigme, de ce nouveau matérialisme, Herbert Simon l'a observé de la façon suivante, je résume. Il a fait un article où il dit: pendant très très longtemps, la presse, les intermédiaires, et ainsi de suite, pour capter et faire circuler leur contenu, ils avaient besoin du bon contenu pour se distinguer, pour être reconnus en tant que tel. Or, il se trouve, avec la nature de l'information, on sera très très vite confronté à une certaine surcharge, parce que l'information a tendance à se reproduire exponentiellement. Et du coup, ce qui va changer, ce n'est pas le contenu et sa qualité, mais l'attention de l'individu et du citoyen. La valeur ne viendra plus de ce que vous dites, mais si vous captez aussi longtemps que possible dans un écosystème relativement clos, ce qui se fait aujourd'hui, ou bien vous êtes chez Google, ou bien c'est Microsoft, ou bien chez Apple, ou bien chez Samsung, on va aller très très vite. Et de là, il y a un changement dramatique de ce qui fait valeur, à la fois économiquement, mais également socialement et culturellement. Et cette conséquence, effectivement, nous invite à revisiter tout ce qui est de l'ordre, mais dans le sens classique du terme économie des données et des traces. Et je crois là, effectivement, la question de l'autorité publique, la question de l'accès aux données, la question de la transparence, ce qu'on dit parfois ici en France, la question de la loyauté des algorithmes et des plateformes. Qu'est-ce qu'un algorithme loyal? C'est pas évident. Est-ce que s'il est très transparent, il est loyal? Alors pourquoi c'est pas évident? Non pas parce que moi j'ai envie de défendre les algorithmes, loin de là, mais parce que les algorithmes qui sont les plus intéressants sont les algorithmes d'apprentissage. C'est-à-dire sont des algorithmes qui apprennent. Et du coup, il est extrêmement difficile de prédire ce qu'ils veulent apprendre, ce qu'ils vont apprendre, et comment ça va évoluer. Sur les réimposer certaines contraintes, on peut accepter pourquoi certains scientifiques y résistent, parce que ça va bloquer le travail du développement et peut-être de l'innovation et de ce développement-là, mais en même temps, on est confronté à une puissance, comme on nous dit sans cesse, des algorithmes qui aujourd'hui décident de beaucoup de choses. Second élément qui va revenir également sur les aspects des données, c'est qu'on a quand même vécu, à cause de ce que je suis en train de vous raconter de façon assez rapide, un déplacement assez important. Pendant très très longtemps dans le sens de la temporalité du web lui-même, on a vécu avec le moteur de recherche comme quelque chose de fondamental. Il y avait tellement d'informations, tellement d'adresses, on était obligé de passer. Il se trouve qu'il y a eu un monopole qui s'est mis en place très très vite, qui s'appelle Google et qui est toujours là. Peu importe. Mais depuis quelques années, Google a des difficultés. Non pas parce qu'il n'a plus l'algorithme qu'il avait dans le passé, mais parce que les pratiques culturelles ont évolué d'une telle façon
que la recherche n'est plus ce qui est le plus privilégié. Ce qui est le plus privilégié, c'est la recommandation. Aujourd'hui, là où vous allez, on va essayer de vous recommander. Alors, si vous allez chercher un livre à la FNAC ou chez Amazon, on va dire les gens qui ont regardé le livre que vous cherchez ont acheté tel ou tel livre. Ça, c'est le plus simple, on connaît tous par cœur. Mais ils sont quand même assez astucieux. Ils ont compris que ces modèles de recommandation ne sont pas toujours très intéressants. Ils ajoutent parfois un petit degré d'arbitraire. Et ils trouvent que ça vend le plus. Si par exemple vous allez offrir, moi ça m'est arrivé une fois, j'en fais l'expérience, un livre sur les jardins dans les déserts parce que ma belle-mère elle a déménagé, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors pendant un mois j'avais droit à tous les livres de jardin dans les déserts et on voit très bien. C'est anecdotique mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à saisir votre intention. Et du coup ils vont présupposer jusqu'à le contraire. Mais le problème de la recommandation, elle peut être extrêmement puissante, mais elle peut se traduire en prescription implicite. Je crois que c'est ça le vrai enjeu. C'est là où je vais y arriver. C'est cette dimension de prescription implicite qui nous gêne, qui nous perturbe, et on la sent. On est restreint, on n'a pas accès à ce qu'on veut, à ce qu'on cherche. Et du coup, on voit très bien qu'il y a un certain risque qui s'est transformé, un certain danger qui s'est mis en place. Du coup, les inquiétudes et les angoisses ne sont pas toujours nécessairement exagérées. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui passe. Et qui décide de cette prescription, ça nous échappe. C'est des gens de la Californie ou de je ne sais pas où, et nous, on n'a aucune idée, aucun ennemi, aucune variable qu'on peut maîtriser ou contrôler. Et la question qui se pose, comment gérer cet aspect-là, effectivement. Alors, c'est une première dimension qui me semble quand même assez intéressante. La deuxième, c'est surtout la question de la souveraineté, parce qu'elle est tout à fait importante, que ce soit pour l'individu comme pour l'État, comment essayer de penser, réfléchir à une manière que la souveraineté puisse s'appliquer comme il faut, mais pas nécessairement d'une façon, on va dire, prohibitive. Je vous rappelle quand même, ça, les dictionnaires anciens sont extrêmement éloquents, ça revient sans cesse si on regarde les dictionnaires anciens du XVIe jusqu'à l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot, mais je vais citer le texte tel qu'il est dans l'encyclopédie d'Alembert Diderot. Alors, pour parler de l'article souveraineté, il cite l'étymologie, les définitions juridiques, les questions politiques qui sont associées à cet aspect-là, mais après, il cite plus ou moins tous la même phrase, plus ou moins. J'espère que je vais la réciter comme il faut. Rome, comme empire souverain, a parfois fait le choix de permettre à certaines cités grecques vivre selon leurs anciennes constitutions. C'est une phrase remarquable qui dit tout. Empire souverain fait parfois le choix de permettre à quelqu'un qui est sous son autorité de vivre autrement. Et du coup, ils nous disent d'une façon indirecte mais très très importante, ce qui est important dans la souveraineté, c'est la délégation. C'est quelle sorte de mode de délégation on va mettre en place pour gérer cet espace souverain qu'on peut contrôler. Et du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples. On a la question de la délégation avec les robots. Quelle sorte d'autorité donner au robot s'il va être dans un hôpital, s'il va traiter des enfants malades, s'il va être dans un supermarché, est-ce qu'il va être complètement autonome? Est-ce qu'on va introduire des règles d'éthique et de comportement qui sont la réflexion de l'exercice de la souveraineté des individus et de la société humaine vis-à-vis d'eux? Alors, il y a toute une série de travaux sur ces questions-là, effectivement. Sur les données, c'est pareil. Comment gérer les données? On n'avait pas cette catégorie. Elle n'existait pas. Tu regardais le code civil, regardais le code, les données n'étaient pas là. Il y avait le droit d'auteur, ça n'a rien à voir. Si on parle de vos traces, et ce sont des traces très très importantes, parce que ce sont les traces qui font les archives à venir. C'est pas juste du n'importe quoi, c'est pas juste seulement quelqu'un à visiter 3 sites, à lu 3 pages, à consulter je sais pas quel catalogue, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va construire quand même les archives, qu'on va transmettre. Et du coup, l'enjeu, il est énorme, il est très très puissant, il est très important. Quelle sorte de souveraineté? Est-ce que l'individu doit avoir une souveraineté sur ses propres traces? Est-ce que c'est une propriété ou non? Évidemment, c'est contesté.
parce que les règles vont changer. Je vous donne un seul exemple qui nous parle tous, c'est le droit à l'oubli. Évidemment, ça a malheureusement été mal nommé, le droit à l'oubli, parce que ce n'est pas du tout un droit à l'oubli. Ce que la règle a dit, on peut dissocier un lien avec une requête, mais on n'efface pas. Vous pouvez trouver autrement la réponse qui faisait problème, parce qu'elle existe toujours, mais ce qu'on fait, c'est on dissocie entre un nom, une identité numérique, et une donnée qui existe dans les archives. Mais ce n'est pas du tout un droit à l'oubli. Et ce qui me fait venir à quelque chose d'assez intéressant, effectivement, parce que le numérique, comme on disait jusqu'au XVIIe siècle, suivant Aristote, a horreur l'oubli. Évidemment, ils ne veulent rien effacer. Et si vous voulez effacer, absolument, ils ne veulent pas du tout effacer. Mais on voit très bien ici qu'on n'a pas le droit facilement d'effacer quelque chose. Il y a toute une procédure et qui n'est pas toujours acceptée par les moteurs de recherche. Parce qu'on voit très bien qu'on n'est pas souverain sur nos propres traces, alors que c'est nous qui les produisons. C'est grâce à nos activités, à nos traces, à nos manières de travailler sur le réseau qui collecte. Ça peut après se traduire par d'autres choses. Il y a aujourd'hui tout un domaine d'études qui s'appelle, on a retenu l'expression américaine pour le désigner même en français, le digital labor. D'ailleurs, le travail numérique digital dans ce sens, c'est-à-dire les plateformes gagnent de l'argent parce que vous leur procurez des traces. Et du coup, on vous offre un service gratuit, d'accord, mais en fait, et du coup, ils ont tout l'intérêt à vous rester chez eux, et même si vous allez ailleurs, on va vous suivre, sans votre permission. Ça, on le voit sans cesse. Mais on voit très bien quand même que cette question de données et de la souveraineté, elle a certainement dépassé l'individu. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que les autorités publiques vont pouvoir arriver à trouver un modèle juridique qui va permettre à la fois une souplesse, mais en même temps des protections, au-delà juste des protections du privé, des dimensions, ce qui est confidentiel au privé, la santé ou autre aspect, et ainsi de suite. Surtout que dans ce cas-là, on va être confronté, je vous donne un exemple très très simple, à des diversités culturelles très très complexes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les accords entre l'Europe et les États-Unis sur le PNR, c'est-à-dire les données des voyageurs aériens en tout cas. Je me rappelle, moi j'avais suivi ça à l'époque, les Américains exigeaient toutes les données possibles, et par exemple surtout sur les données syndicales. Pour les Américains, c'est pas grand-chose, on n'a presque plus de syndicats aux États-Unis aujourd'hui. Il y en a deux, Teamsters, Polygram, ils sont quasiment disparus. Évidemment, en France, comme en Allemagne et ailleurs, c'est une marque politique. Votre syndicat donne votre identité politique. On voit très bien qu'il y a un conflit qui peut créer des préjugés à cause des différences culturelles, et ainsi de suite. Parce que ces données qui peuvent être banales à un certain niveau peuvent devenir un enjeu extrêmement important. Alors voilà, il y a toute cette dimension, effectivement, de la souveraineté, de la délégation, on peut en parler énormément. Et pour terminer, il me reste encore 10 minutes, il y a un élément qui va toujours, sauf dans des domaines très très particuliers, c'est une dimension éthique. Et il me semble qu'elle est absolument essentielle. L'éthique dans tous les sens du terme, pas seulement dans... par exemple, il y a en France une commission pour tout ce qui est les sciences du vivant, on va dire. La biologie, est-ce qu'on peut modifier le corps humain, est-ce qu'on peut vendre l'organe ou non, et ainsi de suite. Ça arrive, hein, et dans la règle européenne, on peut en fait, hein, quand on regarde de près, parce que c'est pas très très précis, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la souveraineté de l'individu sur lui-même, au-delà de la dignité. Et après, il y a des différences juridiques, on entre dans des débats assez intéressants. Mais ce qui me semble avec la question éthique, elle est très importante effectivement aujourd'hui, parce qu'elle touche pas seulement aux données, mais au-delà de là. Alors évidemment, il y a les cas les plus évidents, par exemple les voitures autonomes. Qui sera responsable? Est-ce que c'est l'algorithme, c'est le fabricant, c'est la personne qui est à l'intérieur qui a décidé de faire un mauvais choix, parce que c'est tracé ou non, ou peu importe. Mais ça, je crois, le cas peut-être le plus simple, qui me semble le plus intéressant, c'est qu'il y a une tendance aujourd'hui à nous dire, et on va revenir sur les affaires maritimes curieusement, que peut-être que l'éthique est computable. C'est-à-dire que l'informatique va avoir la puissance de représenter l'éthique. Non pas une éthique particulière, mais ce que c'est que l'éthique. Et là, c'est évidemment, ça nous donne à réfléchir, à hésiter, à penser, est-ce qu'on a besoin de ça vraiment? Est-ce qu'on a envie
d'avoir une certaine manière de penser algorithmiquement ou computationnellement, tout ce qu'on veut, devienne en quelque sorte, comme la logique formelle était pour les mathématiques, pour l'éthique. C'est-à-dire le système de la représentation qui peut inclure tous les aspects possibles. Effectivement, c'est assez compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on est en train de voir émerger des usages qui nous feront revenir à des questions qui étaient associées à l'espace maritime. Un exemple très rapide pour après essayer de terminer, les drones. Les drones militaires comme les drones pas militaires. Les drones militaires, effectivement, on voit tout de suite toutes les questions qui vont émerger. Et surtout, la première question, c'est la question de la guerre juste. Est-ce que, s'il n'y a pas d'humain qui est impliqué directement sur le terrain dans le combat, peut-on respecter les mêmes règles, ce qui étaient les règles prescrites dans la guerre juste, dans les accords de Genève et ainsi de suite, que c'est une machine qui fait. Et effectivement, on voit très bien, ou bien on va accepter le fait que la machine est une extension extérieure de l'humain, on va dire elle est autonome, parce qu'on va avoir des systèmes autonomes, sans intervention humaine. Et je vous laisse imaginer tout le reste. Mais ça va au-delà de là. Il y a aussi des drones qui vont commencer à faire des livraisons. Chez vous à la maison, la poste, ainsi de suite. Alors, on n'a pas modèle de gérer l'espace, sauf la mer. Alors on a l'avion, mais l'avion c'est très simple, on a créé des lignes, ils sont partagés, ils sont gérés. Mais ce n'est pas la même chose, parce qu'ici on va être dans l'espace urbain, et ainsi de suite. On voit très bien émerger quelque chose qui va nous faire revenir sur ces questions qui sont extrêmement difficiles à trouver immédiatement, sauf ad hoc, en accompagnant et en avançant, ainsi de suite, autour de cette dimension. Mais pour terminer, je vous raconte une histoire et quelques mots de conclusion. Une histoire sur ce qu'on appelle les règles de la civilité. Vous savez, quand on a inventé le mouchoir, la fourchette et le couteau, avant qu'on n'avait pas un mouchoir, il y avait toute une série de pratiques qui étaient acceptées. Avec l'arrivée du mouchoir, tout a changé. Certaines choses qu'on pouvait faire dans la rue et en public et à table n'étaient plus recevables. Et c'est pareil avec la fourchette et le couteau, et ainsi de suite. Il y a un grand monsieur, Norbert Elias, qui a fait un très beau livre sur la société de cour pour expliquer pourquoi les règles de civilité ne sont pas juste des règles de manière de table, mais sont des règles de gestion de l'affect de l'humain dans l'espace public et symbolique et surtout politique. Il prend le cas classique de Louis XIV avec l'aristocratie, il décide qui peut être où, et en fonction de ce qu'il voulait, il déplaçait le duc d'un côté et de l'autre, et il jouait la politique. Mais du coup, ces règles de gestion de l'affect sont extrêmement puissantes et extrêmement importantes. Il se trouve que le numérique aujourd'hui, ce qu'il fait, il gère l'affect, mais d'une façon indirecte, avec énormément d'outils qui passent par beaucoup de... Et la question qu'on se pose, comment réagir, comment essayer de fonctionner dans cet espace, parce que l'affect, c'est le lien social public, c'est votre présence avec les autres, vis-à-vis l'autre, et ainsi de suite. Alors il y a une histoire, moi, qui est assez drôle, qui explique ce qu'on pourrait après, pourquoi la notion de civilité est très très importante dans tous ces aspects-là. Alors, vous savez qu'entre la France et l'Angleterre, c'est une relation très très compliquée, évidemment vous connaissez mieux que moi, mais pour les règles de civilité, elle est même beaucoup plus intéressante. Les Anglais ont inventé un instrument assez remarquable, mais qui n'existe pas en France, ça s'appelle the marrow spoon. C'est le cuillère à marrow, c'est comment ça s'appelle, la moelle, à moelle. Elle est double, fine pour l'agneau, un peu plus épaisse pour le bœuf. Et en France, il y a au XVIIIe siècle, dans le service classique, on va dire comme ça, une fourchette pour la salade, qui n'existe pas en Angleterre. Curieusement, on mange beaucoup plus de moelle en France et beaucoup plus de salade en Angleterre. Alors comment expliquer cette curiosité? C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ce sont des communautés de civilité qui inventent des objets, non pas juste pour l'usage tout simple et immédiat, mais plutôt pour des valorisations symboliques. Et avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est précisément on a besoin de communautés de civilité qui manquent. Pas seulement des lois, de la législation, c'est important, je sais que je ne suis pas tout là, mais on a besoin des communautés de civilité. La question qui se pose, et elle n'est pas évidente, comment les faire émerger? Comment leur donner un certain pouvoir
une certaine influence, au lieu qu'elle soit juste, on va dire, marginale ou marginalisée. Et la manière de le faire, c'est effectivement de revenir là où on avait commencé, c'est-à-dire donner en quelque sorte davantage de souveraineté au citoyen qui n'est pas un utilisateur. Je crois qu'il faut éliminer le mot utilisateur du vocabulaire, parce que ça n'a plus de sens aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on fait se traduit par autre chose. Peut-être que le mot utilisateur avait un sens quand on était devant un écran, on faisait juste de la bureautique pour faire de l'Excel et un tableau est fini. Mais aujourd'hui, c'est absolument pas du tout le cas. C'est tout à fait important de sortir de cette logique de l'utilisateur et de revenir que c'est toujours un individu responsable, un citoyen, une citoyenne qui est en train de, quoi ce qu'on fait, c'est tout à fait important. Et le second élément, il me semble que vous racontiez encore une histoire qui est très intéressante, c'est aussi d'éviter la logique de, comment dire, entièrement dystopique, si j'ose dire. Il existe, il y a un monsieur anglais à la fin du 19e, qui est un type extrêmement doué, il s'appelait Samuel Butler, qui a écrit beaucoup de romans de science-fiction. Il a été exilé par son père à la Nouvelle-Zélande, il était très malheureux. Mais il a passé 5 années, il a écrit un très beau livre, un très beau texte, qui s'appelle Darwin et les machines. Ça a été traduit récemment en français. Il raconte la chose suivante. Lui, il contestait un petit peu la théorie de l'évolution. C'est là où je vais arriver. Et pour contester, il dit à Darwin, dans votre théorie de l'évolution, on a la sélection naturelle avec le temps, elle prend beaucoup de temps et tout ça, on est tous d'accord. Mais moi, je vois émerger quelque chose d'autre. Je vois émerger des machines. Et ces machines commencent, au lieu de nous servir, à se servir de nous. C'est le 19e, hein, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas de numérique, etc. Et il dit, moi, ça me pose beaucoup de problèmes, et je vais vous donner quelques exemples. Je vais étendre un petit peu à son scénario. Et je vous donne un exemple. Il dit, le plus grand malheur qui est arrivé à l'humanité, c'était l'invention des horloges. Pourquoi? Parce que dans le passé, effectivement, on mesurait le temps, mais c'était compliqué. Tu regardais chez les Babyloniens et les autres, il y avait des instruments, il y avait deux personnes dans la communauté qui pouvaient déchiffrer et faire tourner la machine. L'horloge arrive, elle est dans la place publique, et qu'est-ce qui se passe? Tout change. Le temps du travail est mesurable, il est gérable. Le temps du privé, il est là. Le temps de la prière, du culte, peu importe. Soudainement, à cause de sa visibilité dans l'espace public, toutes les règles ont changé. Sociales, économiques, individuelles. Il dit, c'est pas grave, moi j'ajoute un petit peu ma version, c'est pire maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a des montres. On n'a plus besoin d'aller chercher dans la place publique, c'est nous qui deviennent les victimes, on mesure nous-mêmes ce qu'on fait. Moi, ce que je propose aujourd'hui, on est arrivé au même. C'est plus juste qu'on les porte, c'est notre corps qui devient aujourd'hui cette version-là. Je pousse plus pour faire le point. Et du coup, on ne devient pas seulement livreur de données, mais on devient presque auto-géré en fonction de certains aspects qui nous échappent et qui ne sont plus sous notre contrôle. Alors c'est un scénario exagéré, mais il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une idée sur la longue durée de certaines évolutions. Par exemple, la peau est devenue l'interface première aujourd'hui, le tactile. Et ça a beaucoup de conséquences, effectivement. Le fait que vous pouvez manipuler une image qui existe au Louvre avec vos doigts, ça change complètement votre rapport avec le tableau. Il n'y a plus cette distance, il n'y a plus qui était constitutive de l'objet. Aujourd'hui, on a tous tendance à vouloir faire toutes les manipulations qui sont permises. Et ça, effectivement, cette forme de proximité désacralise énormément de choses, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais parfois ça a des conséquences quand même assez intéressantes. Du coup, alors, sa conclusion à lui, dire il faut ou bien éliminer les machines, ou bien accepter d'être soumis à leur pouvoir. Alors, effectivement, c'est un scénario qui passe très bien à Hollywood, c'est presque tous les films de science-fiction qui nous donnent la chose suivante, puis après on va s'arrêter. On invente une machine, d'habitude c'est un robot. Le robot va essayer de nous reproduire parce que nous sommes son créateur, puis après il va essayer de nous améliorer, c'est une chose futile parce que les humains sont très compliqués, après il décide de nous éliminer. Alors, je fais très très vite parce que c'est beaucoup plus simple. Mais ce que je vous propose, et c'est là que je vais arriver, c'est un scénario qui nous donne nos préjugés monothéistes.
on a tendance à penser la création d'objets autonomes ou semi-autonomes en termes bibliques. Il y a la chute, il y a tout ce qui suit. Mais il se trouve que l'informatique et le code informatique a créé quelque chose qui a la capacité d'être autonome, et on n'a pas dans notre histoire un équivalent. Et on est confronté à une véritable nouveauté qui est notre défi. Je vous remercie.